Entre beauté naturelle et gastronomie, ici le mot d'ordre est sérénité. C'est Gauthier, reporter dans le tourisme en Lot-et-Garonne, qui va nous guider pour apprécier pleinement cette douceur de vivre. Il connaît sur le bout des doigts chaque centimètre carré de son territoire, et notamment le château de Bonaguil. Un des derniers châteaux forts construits à l'aube de la Renaissance, où il a travaillé pendant quelques mois avec Antoine. Comment tu vas, Gauthier? Ça va et toi, Antoine? Ça va bien. Je suis content de revenir. Eh bien, écoute, je suis content de te voir. C'est ton château, finalement, aussi. Hein. C'est mon château, je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien venir ici et amener tous mes amis. Le château de Bonaguil, on peut pas venir en Lot-et-Garonne sans le visiter, c'est pas possible. Je crois que tu as raison. C'est le plus beau château fort du monde. Hein. Au moins. Antoine est un passionné d'histoire et un ardent défenseur de Bonaguil depuis 37 ans. Il veille sur ce château entièrement remanié par le puissant seigneur local, Béranger de Roquefeuille, à la fin du XVe siècle. Son état de conservation est impressionnant. Malgré tout, certaines parties ont été entièrement restaurées pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre son histoire. Donc c'est ici que vous avez restitué un pont-levis, alors? Ben, un des 7 ponts-levis. Tu te souviens que Béranger avait quand même 7 ponts-levis dans son château. Hein. Pas 1, pas 2, pas 3, 7. 7. Hein. Et pourquoi 7 déjà? Alors 7, parce qu'il se la joue. Il se la joue partout dans Bonaguil. Très grosse tour, 7 ponts-levis, une quarantaine de salles en tout. En fait, tu connais le mot, c'est pour la montre. Oui, hein. oui, bien sûr. Du latin mostrare, mettre sur les yeux, en mettre plein la vue. Car Béranger de Roquefeuille n'était pas n'importe qui. Proche de Louis XI, il était 30 fois baron, possédait une quarantaine de fiefs et une vingtaine de châteaux, dont Bonaguil et ses murs de 4 mètres d'épaisseur, qui était certainement le plus représentatif de sa puissance. Donc là, on est sur le donjon, qui a cette forme assez particulière. Oui, on dirait un bateau. C'est ce qu'on appelle un donjon à bec. C'est très très rare en France. Et donc, tu l'auras compris, ce n'est pas pour faire beau, hein. C'est tout simplement pour des raisons militaires. Ce château de Bonaguil avait la réputation d'être imprenable. Il faut dire que Béranger de Roquefeuille, qui faisait partie d'une grande famille d'artilleurs, a construit ce château comme un modèle du genre. Cette forteresse, elle n'a jamais été assiégée. C'est presque dommage, parce qu'on aurait bien aimé savoir si elle était si imprenable que ça. Alors, oui, tu as raison, le système défensif, c'est le dernier cri. Hein, oui, voilà, plus évolué. avec systématisation de l'arme à feu, de l'artillerie. Béranger de Roquefeuille, il est gentilhomme-ferrier, Oui. il est marchand de canon Oui. et il est fou d'artillerie. Donc, il a fait de son château un lieu d'expérimentation. Était-il imprenable en théorie? Il aurait fallu le voir à l'œuvre. Une chose est sûre, le système de défense de Bonaguil force l'admiration de tous les spécialistes. L'un d'entre eux, extrêmement célèbre, a particulièrement été impressionné lorsqu'il est passé ici il y a plus d'une centaine d'années. Ce jeune homme anglais en 1908 qui étudie l'histoire de l'art à Oxford, l'archéologie. Bientôt, il fait une thèse d'état sur les châteaux forts, superbe d'ailleurs. Ce jeune homme, tu le connais, c'est Thomas Édouard Lawrence. Plus connu sous le nom de Laurence d'Arabie. Fasciné, sidéré par le lieu, à tel point qu'il écrit un tout petit télégramme à son petit copain, que je te cite, il est très court. De Cahors à Fumel, pour Bonaguil splendide, stop. Presque pas démoli, stop. N'oublie surtout pas de visiter, stop. Château de Bonaguil, stop. Incontournable en Lot-et-Garonne, stop. Continuons notre découverte de la vallée du Lot avec un environnement plus coloré. Celui des étonnants jardins de nénuphars de la Tour Marliac. Naviguer entre ces mares, à la flore exotique, c'est se plonger dans l'univers de Joseph Bory La Tour Marliac, un Lot-et-Garonnais passionné de plantes aquatiques. C'est Charlotte qui travaille ici depuis de nombreuses années, qui va expliquer dans le détail cet endroit incroyable à Gauthier. Ici, c'est la première pépinière de nénuphars rustiques au monde. Donc la tour Marliac, il a en fait
trouvé le moyen d'hybrider et de croiser des variétés sauvages et rustiques avec des variétés colorées pour pouvoir créer les premiers nénuphars rustiques colorés au monde. C'était en 1875. Joseph Bory Latour Marliac a alors l'idée folle de créer et d'implanter ici, à Temples-sur-Lot, en plein Lot-et-Garonne, plus de 300 variétés de nénuphars tropicaux, suffisamment résistants pour ne pas avoir besoin d'hivernage. Il a démocratisé en fait le jardinage aquatique de manière à ce que les gens puissent y avoir accès de manière très simple, sans aucune problématique ou contrainte au niveau de la culture, puisque les couleurs on les trouvait que chez les tropicaux finalement. D'accord. Aujourd'hui, le travail de Charlotte consiste à entretenir ce patrimoine et à guider les visiteurs. Mais aussi à vendre ces magnifiques plantes aux professionnels et aux particuliers, comme le faisait Latour Marliac à son époque, avec certains clients célèbres. Et donc j'ai entendu dire que Monet aussi avait été parmi les clients de Latour Marliac. Oui, tout à fait. Il a commandé ses nénuphars et autres plantes aquatiques ici à la Tour Marliac. Et ensuite, il les a installés chez lui à Giverny. Et c'est ce qui lui a servi de modèle et de sujet pour toutes ces toiles qu'il a peintes jusqu'à la fin de sa vie. La fameuse série des Nénuphars. Voilà, exactement. Parmi les dizaines de milliers de variétés qui existent à travers le monde, les nénuphars de la Tour Marliac sont très réputés, même si les spécialistes restent les Thaïlandais et que Charlotte va parfois puiser dans leur création. Alors la Tour Marliac aujourd'hui c'est un jardin qui se visite, mais est-ce que vous continuez à créer des variétés? Alors on ne crée plus de variétés parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin. Notre gros travail, ça a été de maintenir les collections, la collection de la Tour Marliac et le patrimoine botanique existant. Mais il y a des gens qui se chargent de faire ça très bien. Et on a un exemple ici, là, d'une variété. C'est une des dernières nouveautés, c'est créé par les Thaïlandais. Et c'est le résultat qu'aurait voulu obtenir la Tour Marliac quand il a commencé ses hybridations. C'est d'avoir, dans des plantes rustiques, ces teintes de bleu. D'accord. C'est ce que tout le monde cherche, en fait. C'est vraiment cette teinte-là que les gens veulent. Côté nature, le Lot-et-Garonne renferme décidément bien des surprises. À 30 km de là, à peine d'Agenais, ce sont aussi des végétaux qui ont la vedette. Bonjour Gauthier, Bonjour Patrick. bienvenue à la ferme du Lacaille. Merci. À la ferme de Patrick, on travaille depuis 3 générations à faire pousser l'or noir de la vallée du Lot. Car sur ces 8 hectares de vergers dédiés à la culture biologique, pousse ce qui va donner, une fois transformés, les meilleurs pruneaux de France. Regardez le bel prune dente, la prune dente. C'est la variété de prune donc, qui fait le pruneau. Ouais. C'est une variété bien spécifique. Voilà. Et là elles sont en maturité, c'est ça? Ouais, là, elles sont à maturité. Il y a le taux de sucre est correct, donc c'est nickel. La prune que cultive Patrick a fait ses preuves. C'est tout simplement la prune qui est à l'origine du pruneau. Ce sont des moines de l'abbaye voisine de Clérac qui ont greffé une prune locale avec une variété ramenée de Damas au XIIIe siècle. Mais leur vraie découverte, c'est avant tout le procédé qui permettra de la conserver. Et les moines de l'abbaye de Clérac ont eu l'idée de les sécher parce que c'est une prune qui est gorgée de sucre. Ouais. Donc c'est une prune qui ne se conserve pas du tout. D'accord. Si on la laisse 24-48 heures dans une caisse, elle part en fermentation. La plupart du temps, on les ramasse le matin et l'après-midi, il faut que ce soit lavé, trié et après mis au four tout de suite. D'accord. Donc c'est le seul moyen de conservation que l'on ait. Un moyen de conservation qui répond à des étapes très précises si l'on veut obtenir un pruneau de qualité. Sur notre ferme, on fait que du pruneau mi-cuit. Ouais. Le pruneau d'Agen mi-cuit, c'est la seule appellation qui garantit un pruneau non réhydraté. Ce D'accord. qui veut dire que tout simplement, la cuisson, c'est 18 heures de cuisson, entre 75 et 80 degrés. Donc à la sortie du four, on ressort un pruneau moelleux. D'accord. Il n'y a pas d'eau ajoutée, il n'y a pas de sucre, il n'y a strictement rien. C'est le pruneau C'est- pur. Ouais, nous, c'est ce qu'on appelle le pruneau. Le pruneau d'Agen, plus exactement. Une identité géographique protégée, assez curieuse, puisque les pruneaux poussent dans la vallée du Lot, au nord d'Agen. Il n'a cette appellation uniquement parce qu'Agen était autrefois le port de départ de ces précieuses gourmandises vers la Méditerranée ou l'Atlantique. Non loin
loin de ses vergers, le village de Pennes-d'Argenais vaut lui aussi le détour. Plus simplement, l'un des plus beaux du Lot-et-Garonne. Et ce n'est pas Maria, l'historienne locale, qui dira le contraire. Son amour pour son pays, elle peut même vous le chanter. Quand l'ouvrier vendait la roi, plantons son aguillado, au beau sa ferme au coin du... Un chant qui prend tout son sens ici, sur le point culminant de Pennes-d'Argenais, dans les ruines de ce château construit par un héros du XIIe siècle. Todo desconsolado. C'est une belle chanson, ça, Maria. Ah oui. Je crois que ça s'appelle Loubouillet. Oui, tout Et alors, à fait. Pourquoi est-ce Loubouillet. que tu la chantes ici? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je l'ai chanté en occitan parce que nous sommes en pays occitan. Mais je le chante ici surtout parce que nous sommes ici dans les soubassements du donjon, donc les ruines du château, initiées par Richard Cœur de Lion. Et donc Richard Cœur de Lion, il a vécu ici à Pennes-d'Argenais? Il est venu ici, il a trouvé que c'était un site exceptionnel à la confluence de 3 rivières. Et donc un point de vue exceptionnel, et donc on pouvait surveiller à partir de ce donjon, à presque 100 km à la ronde. Bref, un lieu très important sur le plan stratégique, militaire. Sur le plan stratégique, mais pas seulement. Car cette butte de Peyragudes est un lieu important pour les croyants. La légende nous raconte que la Vierge aurait fait une apparition dans les grottes calcaires situées juste en dessous des ruines du château. Au fil des siècles, 4 lieux de culte se sont succédés à cet endroit. Aujourd'hui, c'est l'imposant sanctuaire de Notre-Dame de Peyragudes qui a pris place sur les hauteurs de Pennes-d'Argenais. Un endroit bien connu des pèlerins qui possède un détail d'architecture étonnant. C'est un sanctuaire dédié à la Vierge dans un style néo-romano, l'arc roman, et byzantin, puisque couvert de coupoles, et tout à fait surprenant par sa coupole. Tout à fait, oui. D'ailleurs, les gens qui se promènent dans la vallée du Lot, ils arrivent à l'office du tourisme en disant « Vous avez un observatoire là-haut », ils n'ont pas vu la croix qui était au-dessus de ce dôme scintillant. Et donc récemment restauré, et au lieu des matériaux qu'il y avait avant, on a mis de l'aluminium qui est très brillant à la place du zinc. Ah oui, qui Donc brille davantage. ça donne un aspect très brillant. Notre visite à Pennes-d'Argenais se termine dans les rues du bourg chez notre sémillante guide. Impossible de quitter le village sans avoir goûté à la fameuse tourtière. Un gâteau incontournable, d'autant plus que Maria est membre de la confrérie de la tourtière qui propose chaque année ici une foire à la tourtière, bien connue des locaux. Une spécialité à base de rhum et de pommes, mais surtout confectionnée avec au moins 6 feuillets de pâte légère. C'est une pâte étirée comme on fait dans certaines préparations d'Afrique du Nord. C'est vraiment une œuvre d'art, si je puis dire. Il faut avoir un savoir-faire pour étirer cette pâte qui devient fine comme du papier à cigarette. Avant de quitter la vallée du Lot, Gauthier tient à nous faire découvrir sa ville, sa Bastide plus exactement. C'est son ami Bruno, directeur du théâtre local et passionné d'histoire, qui va nous expliquer Villeneuve-sur-Lot, une bastide construite à cheval sur le Lot et qui préfigure à sa construction au milieu du XIIIe siècle le schéma type des villes nouvelles de ce coin de France. Villeneuve, c'est intéressant parce que ça reflète ce qui s'est passé dans le sud-ouest et chez nous, c'est-à-dire le phénomène des Bastides et la création de toutes ces villes qui, en l'espace d'un siècle, ont remodelé la carte de notre région. Avant, il n'y avait pas de villes, il y en avait très peu. Et tu vois, donc sur la rive droite, où on a l'habitude de vivre, nous, on a pu développer un plan presque parfait, avec le damier, régulier en damier, la place centrale. Et alors Villeneuve, c'est formidable parce que ça fait partie dans toutes ces villes qui ont été créées, des Bastides qui ont particulièrement réussi. Villeneuve-sur-Lot est un exemple du genre et la Bastide qui a eu le plus de succès en Lot-et-Garonne.
Et alors on a pu développer tout ça parce que il y avait une administration qui s'était installée. Ça veut dire que tu as des notaires, ça veut dire que tu as des géomètres, ça veut dire que derrière il y a des actes qui sont faits, qui sont précis, et que quand on construit une maison, on sait que ça va être sa propriété, on sait que ça va être quelque chose de solide. Et c'est sûr que ça a été le début d'une grande prospérité. Une prospérité symbolisée par ce pont des Ciotat, construit au XIIIe siècle, qui est l'un des plus vieux de France. Détail remarquable, l'église de Notre-Dame de Grâce est de toute joie, accrochée à son extrémité, qui semble comme suspendue dans le vide.